Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, revue de troupes de la Nation Orlok. Je vais vous présenter toutes les figurines. On va commencer par la présentation générale, par les héros, ensuite les alchimistes, les troupes élites, les troupes semi-élites et les troupes de base. Et je finirai par présentation des listes Blitz autour des héros. Voilà, une revue de troupes de la Nation Orlok au complet. Allez, c'est parti! Voilà donc les figurines au grand complet de la Nation Orlok. Donc c'est composé, il y a 6 héros pour l'instant, parce qu'il y en a un septième qui arrivera dans un futur pas très loin, qui est Vatanka le Vénérable. Il y a ici 2 alchimistes qui sont accompagnés. Alors, il y a un alchimiste qui est accompagné aussi de 2 esprits, ça, bon, je viendrai dans l'explication un petit peu après. Ensuite on a les troupes de base, donc les guerriers tonnerre crapaud, les guerriers tonnerre corbeau et les guerriers tonnerre loup. On a ensuite les troupes, je dirais, semi-élites, les 3 guerriers vent corbeau, les 2 lance-ruches et les 2 chasse-pluie au roc. Et pour finir, les troupes élites, ici donc avec les 2 gardes esprit loup, les 2 guerriers totem au roc et le guerrier Manitou ici. Et ensuite, en fait, en cours de jeu, il peut se transformer en guerrier Manitou, voilà, avec la grande figurine. Et puis ici, on a des petits marqueurs, en fait, ce sont des ruches qui sont jouées avec les deux lance-ruches, voilà, du clan Wallosie. Donc voilà un petit peu la présentation générale en fait de la faction. Et puis on va passer à la présentation des 6 héros. Donc voilà, on va commencer donc par les 6 héros. Donc on va commencer par Tecumseh Sachem Corbeau. Donc voilà, c'est une figurine avec 10 points de vie, 8 en esprit, 6 en réflexe, 5 en combat, 12 en défense et 4 PA. Donc vous voyez, il a des caractéristiques quand même très très fortes, hein, 6 en réflexe et 12 en défense notamment, c'est quand même super, super balèze. Ses valeurs de mouvement sont 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Au niveau de sa table de dommage, c'est 2, 2, 3, 3, 4, 4. Alors bon, c'est une taille 2, voilà, hein, ça c'est normal. Il a chef et il a la longe au niveau des compétences. Donc vous voyez, c'est une figurine assez simple à jouer. Voilà, il n'y a pas de complexité, c'est vraiment un héros facile à prendre en main. Alors au niveau de la compétence chef, c'est-à-dire qu'en fait lorsqu'il va... alors, une figurine dotée de cette compétence possède une aura dont le rayon est égal à son esprit, c'est-à-dire donc 8, une aire d'effet de 8 pouces. Donc tout ennemi, toute figurine amie située dans cette aire d'effet pourra remplacer son esprit par celui du chef. C'est-à-dire que s'il y a une figurine qui est dans les 8 pouces autour de lui, qui a que 6 en esprit, il pourra bénéficier du 8 en esprit de Tecumseh. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et en plus, effectivement, il peut toujours utiliser les dés blancs pour le jet d'initiative, c'est-à-dire pour décider qui commence le tour. Donc voilà, ça c'est, même s'il est en jaune, même s'il est en rouge, il pourra jeter les dés blancs pour l'initiative. Donc ça c'est assez intéressant. La longe, bon ça je pense que vous commencez à connaître si vous connaissez un peu le jeu, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être au contact socle à socle d'une figurine, il peut se trouver à 1 pouce ou moins d'une figurine ennemie pour combattre avec elle. Ce qui fait que ça lui donne un avantage quand la figurine ennemie n'a pas la longe, parce qu'elle ne pourra pas le blesser. Et lui, dans ces cas-là, évidemment, c'est en plus, il joue forcément des brutales, il risque de pas être touché. Donc voilà, c'est vraiment une compétence intéressante, notamment face aux figurines ennemies qui n'ont pas la longe. On va continuer, pardon, ensuite avec Tankawanka. Donc voilà, donc lui, vous voyez, il a en tout que j'ai 11 points de vie, donc 4 blancs, 3 jaunes et 4 rouges. Il a 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense, seulement 3 PA. Bon, bien sûr, il ne coûte que 40 points, hein. Par exemple, contrairement à Tecumseh qui en coûtait 44, et encore même, je vous dis des bêtises, c'est 39 points, je crois qu'il coûte maintenant 38 points, parce que là, je suis en train de vous lire avec une ancienne carte, mais la carte qui s'affiche à l'écran indique le bon nombre de points, et de mémoire, c'est 38 points, je crois. Donc ses mouvements 4, 6, 10, donc 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Il a la longe, donc la même chose que Tecumseh. Hémotoxique, poignée de fer. Sa table de dommage, c'est 2, 3, 3, 4, 4, 5. Donc hémotoxique, ça c'est assez simple, hein, c'est-à-dire que quand il est en jaune ou en rouge, une figurine qui va lui infliger des dommages au contact, c'est-à-dire socle à socle, il prendra un dommage en retour. Voilà, et la poigne de fer, donc c'est un peu la compétence unique de ce personnage qui ne se retrouve pas dans d'autres figurines pour l'instant. C'est pour tous ces jets de combat, en fait, quel que soit son état de santé, il peut remplacer un dé de couleur par un dé blanc. C'est-à-dire que s'il est en jaune
qu'il doit lancer 2 dés ou 3 dés, bah, il pourra remplacer un des dés jaunes par un dé blanc, et pareil s'il est en rouge. Voilà, ce qui lui donne toujours un petit avantage pour avoir éventuellement une masse et aussi d'obtenir des meilleurs jets au niveau des dés. On continue avec Wallitz Brise Nocturne. Donc là c'est un héros vraiment très très fort au niveau du combat. Voilà, c'est vraiment le combattant. C'est vrai que je vous ai un peu dit un petit peu comment dire, le rôle en fait des deux premières figurines. Lui c'est vraiment un combattant. C'est un peu pareil en fait pour le cas de Tankawanka. C'est un peu la même chose. Hein. C'est un peu tous les deux des combattants. Il n'y a pas vraiment de différence au niveau du positionnement de ces deux figurines pour l'instant. Et Wallitz, ce qui est le cas aussi, mais lui il est vraiment beaucoup plus fort pour 45 points. Il n'a que 3 PA. Voilà, donc il a 10 points de vie, 8 en esprit, 5 en réflexe, 6 en combat. Vous voyez, c'est une valeur de combat qui est énorme. 11 en défense, 4, 6, 10 en mouvement. Sa table de dommage, c'est 2, 3, 4, 4, 5, 5. Il a l'enchaînement, furtivité, leader du loup. Alors l'enchaînement, ça c'est simple, hein, c'est-à-dire que quand il est au combat et qu'il arrive à blesser la figurine adverse, il va relancer tout de suite les dés avant que son adversaire ne fasse lui-même son jet de combat. Il relance que 2 dés. Et en fait, il applique, s'il arrive à toucher, une nouvelle fois, il refait les dégâts, mais par contre, c'est décalé à gauche. Ce qui veut dire qu'éventuellement, avec sa table de dégâts, si admettons il charge, je sais pas, qu'il fait une double hache, admettons qu'il joue le normal, ça veut dire qu'il va faire 4 de combat, et admettons s'il relance et il fait hache épée, tout en passant évidemment la défense adverse, il va décaler à gauche, donc 2, il fera que double épée, pardon, ça veut dire qu'il va faire 6 dégâts en un seul PA. Donc cette compétence est très forte. Surtout qu'en plus, lui, comme il a 6 en combat, c'est sûr qu'il va facilement toucher les figurines adverses, à moins d'avoir vraiment pas des bons jets de dés. La furtivité, donc ça, si vous avez suivi les revues de troupes d'autres factions, vous commencez peut-être aussi à connaître, c'est-à-dire que, d'une part, en fait, il n'est pas obligé au niveau du déploiement, il peut vous déployer cette figurine une fois que toutes les figurines sont déployées. Donc c'est-à-dire au niveau de la phase de déploiement au niveau du jeu, voilà, on ne le déploie pas tout de suite. Et en plus, il est toujours considéré comme à couvert pour les tirs, donc c'est-à-dire que si même il n'est pas derrière un décor ou un pion objectif ou une figurine, il aura toujours un couvert naturel, même s'il est en plein milieu de la pampa, quoi, si on peut dire. Donc, et voilà, il pourra toujours réagir, mais il sera pas, même s'il réagit en plus, il ne sera pas obligé de se mettre à couvert pour réagir, c'est-à-dire derrière un décor ou une figurine ou un objectif. En plus de ça, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir le charger ou l'engager. Voilà, donc ça c'est pareil, alors que normalement une figurine qui se charge à 6 pouces pourrait charger cette figurine à 6 pouces, mais là, comme il est furtif, il faut être beaucoup plus proche. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, ça veut dire qu'en fait il est aussi moins facilement atteignable. Et pour finir, donc la compétence leader du loup, c'est-à-dire que lorsque vous recrutez Wallitz, les guerriers teneurs du loup, donc par exemple les 3 qui se trouvent ici, ils obtiennent la compétence furtivité tant que Wallitz est vivant. Donc évidemment, hein, aussi vous pouvez recruter 3 loups comme ça, vous pouvez jouer avec Wallitz, ça fait aussi une armée à thème, ça je vous le montrerai dans les listes Blitz à la fin, un petit peu de la fin de la vidéo. C'est super intéressant, hein, ça veut dire que vos figurines là deviennent furtives. Voilà, c'est vraiment assez costaud. Donc voilà, il coûte 45 points, il coûte cher pour un 3 PA, mais franchement c'est un héros vraiment ultra fort. On continue ici avec Kaapiti Yeux Rouges. Donc voilà, c'est un héros avec 9 points de vie, 8 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, il a 3 PA, 4, 6, 10 au niveau de ses déplacements. La table de dommage est assez normale, je dirais, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Il a la compétence bon et batracien toxique. Alors, pour finir aussi, c'est une figurine qui peut être recrutée, alors, de la même façon en fait pour Tankawanka, dans la sous-faction du clan Walosi. Alors, je vous ferai une vidéo plus tard, enfin une autre fois en fait, pour vous présenter aussi la sous-faction du clan Walosi qui est intéressante, qui est plus à thème, avec d'autres particularités. Donc Kaapiti fait partie de cette sous-faction, ainsi que Tankawanka, et d'ailleurs tout comme Tapioca. Donc la compétence bon, ça c'est-à-dire que ça peut être utilisé pendant une marche, une charge ou une course, pour sauter en fait au-dessus des figurines et obstacles de taille 3. Par exemple, si je prends ce décor ici, qui est un décor de taille 3, vous voyez, il est un petit peu plus grand que les tailles 2, et bien c'est-à-dire que
Kaapiti, il va pouvoir, entre guillemets, sauter par-dessus ce décor. Alors que normalement, on serait obligé de le contourner. Mais lui, donc, il peut sauter par-dessus pendant, comme j'ai dit, hein, pendant une marche, une charge ou une course. Donc, voilà, ça c'est super. Alors, c'est pas un mouvement supplémentaire. Et évidemment, ça peut pas être plus grand que la valeur d'une marche. Donc, c'est-à-dire que si il fait un mouvement, enfin, ses valeurs de marche c'est 4 pouces, si admettons il se trouve ici, bah, il peut pas le faire. Enfin, en étant là, il peut le faire, mais en étant ici, je dirais que s'il fait une marche, bah, il peut pas le faire puisqu'il arriverait à peu près par ici. Donc ça peut pas être plus que la valeur d'une marche. Alors, je dis ça aussi notamment, par exemple, si vous avez un décor qui est assez gros, par exemple, qui va faire 5 pouces, il ne pourra pas le franchir puisque sa mouvement de marche est de 4 pouces. En plus, une figurine dotée de bombes peut chercher des figurines qu'elle ne voit pas au début de son mouvement. Alors j'explique. Si admettons, je prends toujours le cas, il est ici, et il y a une figurine qui est ici, là en fait il n'a pas de ligne de vue sur cette figurine. Mais grâce à la compétence bombe, il va pouvoir la charger. Voilà, la compétence bombe permet aussi ça. Ce qui est aussi un bon avantage. Et puis bon, il ne peut pas finir son mouvement sur un élément de décor inaccessible. Bon, ça ok. Et la compétence batracien toxique, c'est ce qui donne tout le sel en fait de ce profil. Alors au début de son activation, Kaapiti lèche un batracien, donc c'est les petits crapauds, et choisit l'un des effets suivants qui dure jusqu'à ce qu'il lèche un autre batracien. Donc crapaud buffle, il acquiert coriace, plus 1, enfin coriace, pardon. Rainette jaune, il acquiert pisteur, donc pisteur ça veut dire qu'il va pouvoir faire une marche gratuite durant l'activation, et réflexe plus 2. Ou Rainette noire, il acquiert combat plus 1 et dommage plus 1. Donc ce qui en fait vraiment un héros très versatile, où il peut se passer plein de choses. Et puis, un petit truc, une petite technique aussi intéressante, hein, c'est au début de son activation. Donc, admettons, vous commencez à l'activer, vous faites un PA, vous choisissez un batracien, un des 3, et là vous le mettez aux aguets. Il vous reste encore 2 PA. Vous redépensez un PA dans le cours du jeu, enfin dans le cours du tour, pour l'activer, pour le réactiver. Et donc dans ces cas-là, vous pouvez mettre aussi, choisir une autre compétence. Vous voyez, c'est à chaque fois, à chaque activation. Ou sinon, éventuellement, vous pouvez aussi, lorsque vous l'activez, choisir une compétence et même la garder tout le temps jusqu'à temps que vous l'activiez une prochaine fois ou de choisir une autre compétence. Donc ce qui fait effectivement un héros très versatile parce que soit vous pouvez quelque part le faire devenir plus résistant en ce qui soit coriace, soit vous pouvez lui donner plus de mouvement, et je dirais avec un pseudo 4ème PA grâce au pisteur, et puis d'avoir un peu plus au réflexe, donc ça peut être intéressant si aussi par exemple il est en combat et qu'il doit se désengager. Ou alors vous pouvez le donner un peu plus de punch en fait au niveau du combat, avec plus 1 en combat, ce qui fera qu'il aura 5 en combat et non pas 4, et plus 1 en dommage, ce qui fait que sa table de dommage deviendrait 3-3, 4-4, 5-5. Voilà, donc c'est un héros vraiment intéressant à jouer, où il y a pas mal de choses qui sont possibles à faire sur la table de jeu, vraiment intéressant. On continue ici avec Tapioca Franche-Panse. Donc là, vous voyez, première particularité, lui il a que des points de vie blancs et que des points de vie jaunes. Alors attendez, je vais essayer de faire le compte. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il a 12 points de vie. C'est ça, je ne dis pas de bêtises. Ouais. 12 points de vie, mais que des points de vie blancs et que des points de vie jaunes. Alors il a 8 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Il a 4 PA. Il coûte 40 points. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, lui il est aussi recrutable chez le clan Walosi. Au niveau de sa table de dommages, donc c'est 2, 3, 4, 4, 5, 6, voilà, c'est quand même plutôt assez puissant. Alors il est chef de la même manière que j'ai expliqué tout à l'heure pour Tecumseh, et hémotoxique de la même manière que je l'ai expliqué pour Tanka Wanka. Donc voilà, c'est un héros vraiment basique, assez simple à jouer, c'est un profil plutôt de guerrier. Voilà, alors le côté hémotoxique est assez sympa, parce que voilà, quand on va lui taper dessus, lorsqu'il sera en jaune, l'adversaire prendra un dommage en retour. Enfin, à condition d'être au contact socle à socle. Donc voilà, un héros vraiment très simple à jouer, vraiment sympa. Et puis on finit ici avec Tamelsé, œil lointain. Voilà, donc lui il a 10 points de vie, il a 8 en esprit, 5 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, il a 4 PA, sa valeur de mouvement c'est 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. C'est un alchimiste du cercle extérieur, donc je vais vous parler après de ces deux formules alchimiques. Alors, il a corbeau 3, donc 3 c'est la valeur de tir de ses corbeaux, et 15 c'est la distance, donc c'est-à-dire qu'il peut tirer, c'est aussi pour ça qu'il a une deuxième table de dommages,
et il a la compétence nuée de corbeau. Alors ça je vais y revenir un petit peu après. Déjà la table de dommages au combat qui est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, donc c'est truc plutôt pas mal. C'est un petit peu moins fort que les héros classiques, mais c'est tout de même pas mal. Par contre, voilà, là où il est beaucoup plus fort, c'est au niveau des tirs. Sa table de dommages qui est 2, 2, 3, 3, 3, 4. Donc je rappelle, sa valeur de tir c'est de 3 et il peut tirer jusqu'à 15 pouces. Voilà, donc ça voilà, c'est un petit peu la particularité de ce héros. Il coûte 49 points, donc il coûte quand même assez cher, mais bon, ça reste un 4 PA. Alors il y a Alchimiste du cercle extérieur terre, donc voilà, c'est-à-dire, bon, ça il n'y a rien de particulier, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il récolte un composant, il en prend 4. Alors je rappelle, si par exemple vous avez une figurine qui est Alchimiste du cercle intérieur, c'est-à-dire que lorsque vous avez récupéré un composant de votre essence, vous en récupérez 6 et non pas 4. Voilà. Et en plus de ça, quand vous êtes Alchimiste du cercle intérieur, lorsque vous lancez des formules qui vont nécessiter un jet d'alchimie, c'est-à-dire de lancer des dés, vous avez un dé bonus. Ce qui n'est pas le cas des alchimistes du cercle extérieur. Et sa compétence nuée de corbeau, donc c'est-à-dire qu'une fois par tour, il peut mesurer une distance avant de déclarer une action. Et c'est pas forcément une distance qui soit de socle à socle, enfin de son socle à lui. Ça peut être n'importe quelle distance. En plus de ça, donc alors je reviens là-dessus, hein, le fait de mesurer, bien évidemment vous pouvez mesurer à partir de votre figurine jusqu'à une figurine ennemie, ça va vous donner en fait la distance qui sépare les deux figurines, et dès lors derrière vous pouvez tirer, vous aurez forcément des bonus. Donc voilà un petit peu aussi le combo avec le fait qu'il puisse tirer, quoi. Et pour finir, en plus, toute figurine ennemie en contact avec Tamelc, donc en contact socle à socle, subit un des malus à tous ses jets de combat. Donc voilà, par exemple, s'il se fait charger en socle à socle, normalement la personne a un dé bonus de charge, mais non, donc un dé bonus de charge, mais moins un dé bonus, un dé malus, la figurine adverse ne jettera que 2 dés. Et si après il combat de nouveau, il aura carrément un dé malus, donc il jette 3 dés, il doit prendre les 2 plus mauvais. Ce qui fait qu'effectivement, en contact socle à socle, le Tamelc est assez difficile à toucher, pour des figurines qui n'ont pas une très haute valeur de combat. Voilà, donc c'est un héros plutôt intéressant, qui est plutôt basé sur le tir, et vous allez voir aussi, donc là on va parler de ces deux formules alchimiques. Donc les deux formules alchimiques, la première est rapidité de Koga, donc vous dépensez 2 composants terre, il peut lancer cette formule jusqu'à des figurines amies qui sont non héros à portée, qui jusqu'à 6 pouces. La réussite est automatique, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire de jet d'alchimie pour réussir. Pour lancer cette formule, il n'y a pas besoin d'être concentré, hein, c'est, vous voyez, rapidité de Koga entre parenthèses 0. Et donc la cible augmente ses valeurs de mouvement de 1, 1, 2, donc c'est-à-dire plus 1 en marche, plus 1 en charge et plus 2 en course jusqu'à la fin du tour. En plus, un tireur ne peut pas avoir de bonus de visée lorsqu'il tire sur la cible de cette formule. C'est-à-dire que si vous lancez cette formule donc sur une figurine amie, il ira plus rapidement au niveau de ses mouvements, et si on lui tire dessus, on ne pourra pas avoir de bonus de visée contre lui. Les améliorations, donc c'est très simple, 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, ça veut dire que vous pouvez lancer cette formule jusqu'à 3 figurines, puisque vous lancez d'abord sur une cible initiale, après vous pouvez dépenser 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, et 2 autres pierres pour une autre cible supplémentaire à portée, ce qui veut dire que vous pouvez lancer en tout sur 3 figurines en tout. Voilà, donc très, très sympa, c'est super à combiner par exemple sur des guerriers vent corbeaux qui ont déjà 5, 7, 12, ça veut dire ça va porter leur mouvement à 6, 8 et 14. Donc voilà, c'est super intéressant, ça peut être aussi très bien utilisé sur des guerriers totem rock qui ont 3 PA, voilà, c'est assez puissant. La deuxième formule qui est lance tellurique, là par contre il faut qu'il soit concentré 3 pour pouvoir le faire. Alors je rappelle la concentration, vous dépensez 1 PA pour concentrer une fois, un deuxième PA pour concentrer 2 fois, etc. Le niveau de concentration, vous le gardez tout le temps, jusqu'à temps que votre figurine est blessée. Dès lors que votre figurine est blessée, peu importe le nombre de dommages qu'elle prend, elle perdra un niveau de concentration. Donc là, il faut dépenser 3 terres pour la lancer. Ça va cibler des orlocs amis non héros à portée, qui vont se trouver jusqu'à 10 pouces. Donc vous voyez la portée d'effet, pour lancer la formule, et c'est très très loin. La réussite est automatique. Et la cible acquiert les compétences allonge, donc ça comme l'allonge que je viens d'expliquer pour Tecumseh ou Tankawanka. Expert brutal, donc expert brutal, c'est-à-dire que si vous jouez une carte de combat brutal en combat, vous aurez un dé bonus au combat. Et perce armure.
combat. Donc perce armure, c'est-à-dire que si vous combattez contre des figurines coriaces, vous ignorez le coriace. Par exemple sur, je sais pas moi, le Colosse chez Avalon qui est coriace 2, ou Berak, voilà, qui sont coriace 2, bah, vous ignorez le coriace en fait, et ça c'est jusqu'à la fin du tour. Donc c'est pareil, c'est une formule qui est extrêmement puissante, hein. Si vous lancez ça sur les guerriers totem au roc, ils vont cumuler l'allonge, l'expert brutal et le perce armure au combat, c'est extrêmement puissant. Et là au niveau des améliorations, c'est pareil, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Donc ça veut dire que vous pouvez lancer aussi cette figurine sur cette formule en fait jusqu'à 3 figurines. Donc voilà, c'est un héros super intéressant, voilà, qui coûte un peu cher, 49 points, mais il peut faire plein de choses, entre les tirs, entre l'alchimie, etc. Vraiment beaucoup de choses sont possibles à faire. Donc voilà pour la présentation des 6 héros. Donc voilà, maintenant on passe aux alchimistes. Donc il y a 2 alchimistes, hein, le chaman médecine crapaud et le chaman nuilou ici. Donc voilà, donc on va commencer par le chaman médecine crapaud, qui est un peu, comment dire, l'alchimiste vraiment connu des joueurs Orlok, hein, qui se trouve dans l'offre découverte et tout ça. Donc voilà, il est installé depuis longtemps, on le connaît bien. Donc il a 10 points de vie, 8 en esprit, 3 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 3 PA. C'est un alchimiste du cercle extérieur. Sa table de dommage c'est 1, 2, 2, 2, 3, 3. Et il a une compétence qui est l'empathie. Donc voilà, alors son rôle est plutôt, je vais dire, de soigner. Voilà, c'est la seule figurine dans le jeu qui peut soigner les figurines alliées. Donc c'est super intéressant, et ce qui fait aussi qu'il est très connu pour ça. Alors déjà, en fait, donc il vaut 37 points. Alors c'est aussi une figurine qui est recrutable dans le clan Walosi, tout comme je montrais tout à l'heure ici Tapioca, Kaapiti ou bien Tankawanka. Alors aussi pour faire une petite aparté, pareil, les guerriers tonnerre crapaud ou les lance-ruches font partie aussi du clan Walosi. Et il y a aussi d'autres figurines qui ne sont pas présentes là, mais qui sont exclusives au clan Walosi. Donc ça, comme je vous dis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Donc pour en revenir au chaman médecine crapaud, donc il est recrutable chez les Orlok et chez les Walosi. Sa règle empathie, donc c'est tant qu'un Orlok ami à 6 pouces ou moins du chaman médecine crapaud prend des dommages, eh bien il peut entre guillemets absorber un dommage. C'est-à-dire que le chaman subit le dommage à la place de la figurine. Par contre, on ne peut pas utiliser cette compétence si le chaman n'a plus qu'un point de vie. Et en plus, ça ne fait pas perdre la concentration au chaman s'il est concentré. Voilà. Au niveau de ses... Donc il a 2 formules. Donc la première est baiser de Walosi, donc il n'y a pas besoin d'être concentré pour ça. Il faut dépenser 3 composants. Donc les composants, je rappelle, hein, ce sont les triangles. Les petits ronds, en fait, ce sont les pierres pour les améliorations. Donc vous pouvez lancer sur une figurine Orlok ami à portée jusqu'à 8 pouces. Alors, ou vous pouvez le faire sur le chaman lui-même. Là, c'est automatique, hein, il n'y a pas besoin de jet d'alchimie. Et la cible est soignée d'une case de vie. Ensuite, vous avez 2 améliorations. La première, c'est 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Et la deuxième, c'est 2 pour une case de vie soignée supplémentaire. Alors, je rappelle en fait qu'on peut, un alchimiste extérieur ne peut améliorer qu'avec 4 pierres. Au contraire d'un alchimiste du cercle intérieur qui peut améliorer avec 6 pierres au maximum. Donc ça veut dire que par exemple, si vous lancez sur une figurine, vous allez pouvoir par exemple dépenser 4 pierres pour une case de vie soignée supplémentaire, c'est-à-dire que vous allez le soigner de 3 points de vie, par exemple, sur une seule figurine. Ou bien vous pouvez faire une case de vie sur 3 figurines en tout, puisque maintenant vous allez dépenser 4 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Donc vous lancerez d'abord sur la première figurine qui sera soignée d'un point de vie, et vous ferez 2 cibles supplémentaires à portée, donc 2 autres cibles qui seront aussi soignées d'un point de vie. Ou alors vous pouvez combiner les 2 améliorations, c'est-à-dire que vous faites 2 pour une cible supplémentaire à portée et 2 pour une case de vie soignée supplémentaire. Ça veut dire que vous allez soigner 2 figurines de 2 points de vie chacune. Et ensuite on passe à la formule fureur animale. Donc là il faut être concentré 2 pour le faire. Vous dépensez 2 terres, vous ciblez des figurines ennemies qui se trouvent jusqu'à 8 pouces. Par contre là c'est un jet d'alchimie, c'est-à-dire que vous allez lancer 2 dés de l'état de santé de votre figurine auquel vous ajoutez votre niveau de concentration, et il faut passer l'esprit adverse. Et donc la cible encaisse un nombre de dommages égal au nombre de cases jaunes cochées dans la ligne de vie du chaman. Alors évidemment, ce qui est le plus intéressant quand vous lancez cette formule, c'est que toutes les cases de vie du chaman soient cochées. C'est-à-dire que ces 4 points de vie jaunes soient cochés. Ça veut dire dans ces cas-là
que la formule, si vous la réussissez, enfin vous la lancez sur une figurine ennemie, il prendra 4 points de vie en moins. Au niveau des améliorations, c'est 2 pour une cible supplémentaire à portée. Donc ça veut dire que vous pouvez lancer cette formule sur 3 figurines adverses qui prendront 4 dommages chacun. Alors j'explique un petit peu le truc. Admettons, vous lancez cette formule sur une première figurine et vous désignez, enfin voilà, vous faites le jet d'alchimie, vous réussissez par exemple, donc la figurine va prendre 4 dommages, et là vous décidez de dépenser 4 pierres pour faire deux cibles supplémentaires à portée. Et là, il n'y a pas besoin de refaire le jet d'alchimie. Si le jet d'alchimie est réussi sur la première cible, c'est automatiquement réussi sur les 2 autres. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir lancer cette formule sur 3 cibles à portée qui vont prendre 4 dommages chacun. C'est très très fort, hein, évidemment. Le seul truc, c'est qu'il faut que pour ça, votre chaman soit en jaune. Enfin, pardon, et toutes les cases jaunes cochées. Et ce qui fait que ça se combine très bien avec l'empathie, parce que l'empathie, quand vous avez des figurines amies qui prennent des dommages, vous allez absorber les dommages qu'ils vont prendre, ça va vous faire descendre vos points de vie, et puis à un moment donné, voilà, vous lancez la fureur animale. C'est un petit peu comme ça que ça se joue. Donc vous voyez un petit peu le rôle du chaman de médecine du crapaud, c'est soit soigner, et aussi faire des dommages en fait à l'adversaire. Donc c'est vraiment très puissant. Ensuite, ici, le chaman Nuilou. Voilà, donc lui, il a 9 points de vie. Il a 8 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 3 PA. C'est un alchimiste du cercle intérieur, donc vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure. Il a 100 peur et volonté des anciens. Sa table de dommages, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Bon, il coûte 39 points. Donc voilà, comme j'expliquais, alchimiste du cercle intérieur, c'est-à-dire que quand vous prenez un composant de votre essence, c'est-à-dire la terre, vous allez en prendre 6 et non pas 4. Et en plus de ça, vous bénéficiez d'un débonus pour les jets d'alchimie. Et en plus de ça, quand vous dépensez des pierres pour les améliorations, vous pouvez dépenser jusqu'à 6 pierres au lieu de 4. La compétence sans peur, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'effectuer de jet d'esprit contre les figurines effrayantes, par exemple sur les Ressières, le Colosse, voilà, il réussit automatiquement le jet. Volonté des anciens, c'est-à-dire que lorsque le chaman de nuit subit des dommages, il peut choisir de dépenser 2 pierres alchimiques, donc les ronds, pour éviter de perdre son niveau de concentration actuel. Voilà, donc ça c'est super intéressant, et vous allez voir que ça se combine bien en fait avec les formules qu'il a. Alors la première formule alchimique, c'est hurlement funeste, donc il n'a pas besoin d'être concentré, hein, c'est concentration 0. C'est 2 terres pour lancer, 2 composants terres pour lancer la formule. Il se cible en fait lui-même, et c'est une c'est une portée, enfin c'est une aire d'effet, on va dire entre guillemets, autour de lui de 6 pouces. Donc le chaman de nuit acquiert la compétence effrayeur 12. Donc l'effrayant, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une figurine qui va être au combat contre le chaman Nuilou, eh bien il devra faire réussir à passer, à faire 12, c'est-à-dire qu'il va jeter 2 dés de son état de santé plus son esprit, et s'il arrive à faire 12, il n'est pas effrayé. Par contre, s'il fait en dessous, il est effrayé. Et s'il est effrayé, eh bien il aura un dé malus à tous ses jets, que ce soit l'esprit, le réflexe, le combat. Et puis éventuellement d'autres jets s'il y a lieu. Donc c'est jusqu'à la fin du tour, cette compétence qui va lancer. Et la portée donc indique une aire d'effet autour de lui. Toutes les figurines ennemies, donc dans les 6 pouces, doivent réussir un jet d'esprit ou subir les effets de la compétence jusqu'à la fin du tour. Au niveau des améliorations, c'est une pierre pour 1 pouce supplémentaire de portée. C'est-à-dire que l'aire d'effet c'est 6 pouces autour de lui, mais vous pouvez augmenter l'aire d'effet pour affecter des figurines ennemies. Donc, comme je vous dis, hein, vous pouvez améliorer jusqu'à 6 pierres. Ce qui veut dire, par exemple, vous pouvez faire une aire d'effet qui va aller jusqu'à 12 pouces. Ou bien, une pierre pour augmenter le niveau de la compétence effrayant de 1. C'est-à-dire que on commence avec l'effrayant 12. Bah, admettons, si vous dépensez 6 pierres, vous allez pouvoir faire un effrayant 18, d'une portée de 6 pouces. Et après, vous pouvez combiner les deux. Par exemple, si vous faites 3 pierres pour la portée 1 pouce supplémentaire et 3 pierres pour niveau de la compétence effrayant de 1, ça veut dire que vous allez faire effrayant 15 jusqu'à 9 pouces. Je peux vous dire, j'ai déjà joué en fait contre cette figurine et mon adversaire avait lancé cette formule, c'est extrêmement pénible. Surtout en plus dès lors que vous vous retrouvez avec des figurines qui sont entre guillemets autour de
comment dire, du chaman Nuilou, bah voilà, c'est-à-dire jusqu'à la fin du tour, vous avez figurines qui sont, vous pouvez avoir plusieurs figurines qui sont effrayées. C'est vraiment, vraiment costaud, quoi. La deuxième formule, alors c'est aussi pour ça qu'on voit les deux autres figurines ici, c'est convocation des anciens. Donc il faut être concentré 3 pour le faire. Vous dépensez 6 terres, donc vous voyez, vous dépensez beaucoup de composants terre. Donc ça permet au chaman Nuilou d'invoquer un esprit ancêtre ou un esprit héros à portée, donc dans les 6 pouces. Celui-ci arrive en jeu libre de tout contact et pour être activé normalement durant le tour où il est invoqué, il y a un seul esprit qui peut être invoqué à la fois et chaque esprit ne peut être invoqué qu'une seule fois par partie. Alors, vous pouvez en invoquer qu'un seul en même temps, c'est-à-dire pas deux. Enfin, il faut que. Il n'y en a qu'un seul qui peut être vivant, enfin en cours de jeu, pardon. Et vous pouvez invoquer qu'un seul, enfin chaque type, une fois dans la partie. Si le chaman nuit meurt ou perd son dernier niveau de concentration, l'esprit disparaît. Et l'esprit ne peut pas être recruté dans une troupe, voilà, il doit être invoqué. Bon, ça, ok. Ce qui fait que, voilà, il peut en fait invoquer l'un ou l'autre durant un tour de jeu, un esprit ancêtre Orlok ou un esprit héros Orlok. Donc voilà, on en vient un petit peu sur ces deux profils. Donc au niveau de l'esprit ancêtre Orlok, donc voilà, qui est un petit peu la figurine araignée, donc il a 9 points de vie, il n'a pas d'esprit. Alors ouais, c'est assez bizarre, mais ça veut dire que bah voilà, il n'est pas affecté par certaines choses, hein. Par exemple, bah, lui, comment dire, l'effrayant adverse, il s'en fiche. Ça veut dire qu'il ne peut pas être affecté aussi par certaines formules alchimiques. Voilà, en fait, le fait de ne pas avoir d'esprit, ben, il occulte pas mal de choses. Il a 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense, 2 points de PA. Il est effrayant 14. Hein, je rappelle donc effrayant 14, c'est-à-dire qu'une figurine qui est en combat contre lui devra faire un jet, enfin réussir à faire 14 au niveau de l'esprit, donc c'est 2D plus la valeur d'esprit. S'il ne fait pas 14, il sera effrayé, c'est-à-dire qu'il aura un démalus à tous ses jets. Il a garde, donc garde, ça veut dire qu'il va garder toutes les figurines qui vont être dans les 2 pouces ou moins de lui. Alors la figurine, par exemple, si il gardait cette figurine-là, le chaman Nuilou, si le chaman Nuilou est la cible d'une charge, d'un tir, d'une formule ou d'un engagement, vous pouvez intervertir la place en fait des deux figurines. Voilà, l'emplacement des deux figurines est échangé. Et alors par contre, cette compétence, on ne peut pas la faire si le garde est déjà en combat ou si c'est lui-même aussi ciblé par le même type d'action que la figurine qu'il garde. Voilà, donc c'est comment dire, une compétence de protection en fait. Ce qui est assez intéressant parce que bah voilà, si admettons vous faites charger le chaman Nuilou, bah c'est lui qui prend sa place et votre chaman Nuilou il est un peu protégé, quoi. Il a expert parade, c'est-à-dire que lorsqu'il va jouer la carte de combat parade, il aura un dé bonus. Donc ça veut dire qu'avec la parade, vous avez déjà un dé bonus quoi qu'il en soit, face aux cartes de combat. Et là, vous jetterez carrément 4 dés, quoi. Donc c'est super, super intéressant. Un esprit donc est considéré comme ayant la compétence sans peur. De plus, il ne peut pas être la cible de formules alchimiques, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, ni être affecté par les aires d'effet et les gabarits de formules alchimiques. Et un esprit peut se désengager sans effectuer de jet de réflexe en opposition. Donc vous voyez, c'est quand même assez balèze hein, comme truc. Hein. Je ne sais plus si j'avais parlé de la table de dommages, donc 2, 2, 3, 3, 4, 4, voilà, c'est une table de dommages assez simple, il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, lui, ce positionnement de ce profil, c'est plutôt dans la protection, vous voyez, la garde avec l'expert parade, voilà, c'est un peu son rôle. Et puis ensuite, l'esprit héros Orlok, donc qui est l'ours, donc pareil, 9 points de vie, donc pareil, il n'a pas de valeur d'esprit, 4 en combat, 4 en réflexe, 11 en défense, 2 PA, effrayant 14. Par contre, voilà, lui, il a l'enchaînement, l'expert normal, contrairement à l'esprit ancêtre Orlok. T'as 2 MH, pareil, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc l'enchaînement, je rappelle, hein, c'était comme ce qu'on parlait pour Wallitz, hein, c'est-à-dire que si vous touchez au combat, vous relancez tout de suite les dés avant que votre adversaire ne relance et vous pouvez, entre guillemets, cumuler en un seul PA plusieurs dommages. Et puis expert normal, c'est-à-dire que lorsque vous jouez la carte de combat normale, vous gagnez un dé de bonus au combat. Donc voilà, donc lui, le positionnement de ce profil est plutôt pour le combat. Vous voyez, donc quand vous jouez le chaman Nuilou, vous pouvez invoquer l'un ou l'autre durant un tour de jeu. Et je rappelle, vous pouvez invoquer qu'un seul esprit par partie, hein, c'est-à-dire vous pouvez invoquer qu'une seule fois l'esprit ancêtre ou qu'une seule fois l'esprit héros. Et pas, ils ne peuvent pas comment dire, être en même temps sur la table de jeu. C'est-à-dire que si vous invoquez celui-ci,
tant que lui est en jeu et qu'il n'est pas mort, vous ne pouvez pas invoquer l'autre, ou inversement. Voilà un petit peu pour les deux alchimistes et toutes leurs possibilités. Alors voilà, ici on va parler des troupes de base, donc avec les guerriers tonnerre loup, les guerriers tonnerre corbeau et les guerriers tonnerre crapaud. Donc voilà, à chaque fois, vous voyez, il y a trois figurines différentes, hein, c'est-à-dire vous pouvez en recruter jusqu'à 3 dans vos troupes, hein, que ce soit Blitz ou Origine. Alors format Origine, je rappelle, c'est 280 points, hein, contrairement sur une table un petit peu plus grande. J'en viendrai un jour à faire une vidéo aussi là-dessus. Donc on va commencer par les guerriers tonnerre loup. Donc voilà, donc les guerriers tonnerre loup, donc ils valent chacun 21 points. Donc ils ont 9 points de vie, 7 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 4 en combat, 10 en défense, ils ont 2 PA. Valeur de mouvement, c'est 4 en marche, 6 en charge et 10 en course. Ils ont l'enchaînement. Ils peuvent aussi lancer des tomahawks avec une valeur de tir de 3 et jusqu'à 6 pouces. La table de dommage au combat, c'est 1, 2, 3, 3, 3, 4. Et au niveau du tir, c'est 2, 2, 2, 3, 3, 4. L'enchaînement, je le rappelle, hein, c'est comme Wallitz, c'est-à-dire que lorsque vous touchez, vous pouvez relancer tout de suite les dés et vous pouvez faire un nombre de dommages plus important avec un seul PA, donc voilà, c'est très, très intéressant. Et donc, comme je dis, ils ont des tomahawks. Alors, c'est, on dira anecdotique parce qu'ils peuvent tirer jusqu'à 6 pouces et la valeur en charge en fait des loups, c'est aussi 6 pouces. Donc, ils sont évidemment beaucoup plus forts au combat, mais quelquefois sur certains scénarios, ça peut être intéressant de lancer un tomahawk suivant la situation. Des fois, ça arrive et voilà, ça peut être, c'est utile parfois. Donc voilà, c'est vraiment comment dire, un profil taillé pour le combat, vraiment extrêmement puissant, parce que ils ont 4 en combat, parce qu'ils ont une bonne table de dommages, en plus ils ont l'enchaînement. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment un profil costaud pour 21 points, quoi. On continue ici avec les 3 guerriers tonnerre corbeau. Donc eux, ils ont un petit peu moins de points de vie, ils en ont que 8, ils ont 7 en esprit, 4 en réflexe, 3 en combat, 11 en défense, 2 PA. Leur valeur de mouvement, par contre, c'est un peu plus forte, c'est 5 en marche, 7 en charge et 12 en course. Eux, ils ont des javelots, avec la valeur de tir 3, et par contre, ils lancent beaucoup plus loin que les tomahawks, qui lancent, eux, jusqu'à 10 pouces leur javelot. Au niveau du corps à corps, du combat, les dégâts de dommage, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et au niveau du tir, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 3. Voilà. Donc, voilà, c'est plutôt des figurines qui sont axées sur le mouvement. Par contre, voilà, ils ont la valeur de défense qui est 11, qui est, voilà, qui passe un petit peu, je dirais, la moyenne. Ce qui fait que c'est vrai que sur des figurines qui ont 3 en combat, c'est plus difficile de les toucher. Voilà, donc c'est profil intéressant. Pareil, vous pouvez en recruter 3 dans vos troupes. Ils valent chacun 18 points. Voilà, c'est un profil vraiment intéressant, notamment pour jouer les scénarios, puisque eux, ils peuvent courir jusqu'à 12 pouces. Au contraire des guerriers tonnerre loup, c'est 10 pouces, ainsi que les crapauds, c'est 10 pouces. Et donc justement, les guerriers tonnerre crapauds, donc eux, je veux dire, c'est plutôt basé sur la résistance. Parce qu'ils ont 12 points de vie, c'est super énorme, enfin c'est énorme quoi. C'est vraiment le profil en fait qui ont le plus de points de vie dans le jeu. Donc avant de les tuer, c'est très très difficile. Alors même s'ils n'ont pas beaucoup de défense, mais c'est long pour les tuer, il faut vraiment beaucoup de PA. Ils ont 7 en esprit, ils ont 2 en réflexe, 3 en combat, 10 en défense, 2 PA, 4, 6, 10 au niveau des mouvements. Ils sont hémotoxiques, donc je rappelle, hein, c'est-à-dire qu'une figurine qui est au contact socle à socle quand il tape dessus, et si le crapaud est en jaune ou en rouge, la figurine se prendra un dommage en retour. Les valeurs de dommages, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voilà, c'est pas des super combattants, hein. Bon, il y a quand même 3 en combat, avec une table de dommages plutôt honnête, mais surtout, c'est que ils encaissent. C'est énorme. En plus de ça, ces figurines, comme j'expliquais tout à l'heure, ils peuvent être joués aussi dans le clan Walosi, avec Tapioca, Kapiti, Tankawanka, le chaman Medicine Crapaud, et aussi les lance-ruches. Voilà, donc plutôt un profil, les guerriers tonnerre crapaud, basé sur la résistance et l'endurance. Alors voilà, ici on présente les troupes semi-élites, avec donc les lance-ruches crapaud, les chasse-pluie auroch et les 3 guerriers vent corbeaux. Alors on va commencer par les 2 lance-ruches crapaud. Donc ils ont 9 points de vie, hein, 3 blancs, 3 jaunes et 3 rouges, 7 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 3 en combat,
10 en défense, 2 PA. La particularité, c'est qu'ils ne peuvent pas courir. Ils ont 4 en marche, 6 en course. Ils ne peuvent pas courir parce qu'en fait, ils transportent les fameuses ruches ici, que je vais vous expliquer. Les valeurs de combat, donc la première, c'est... Enfin, la valeur de combat, c'est 1, 2, 2, 3, 3, 4. Et le petit signe en dessous, ce sont les abeilles. C'est la valeur de dégâts des abeilles. Je vais y venir. Donc 1, 1, 1, 2, 2, 3. Je vais vous expliquer. Donc ils ont 2 compétences, lancer de ruche et abeille. Alors, ils valent 24 points. Alors, comme je disais, ils sont recrutables chez la Nation Orlok et chez le clan Wallosie aussi. Alors, en fait, ils ont chacun, là, en fait, on voit, il y a 6 marqueurs, ils en ont 3 chacun. Ils possèdent en fait 3 ruches pour toute la partie. Et une fois par tour, ils peuvent déjà lancer une ruche gratuitement. Ils peuvent lancer et après, ils peuvent aussi lancer des ruches supplémentaires pour 1 PA par ruche. Dans ces cas-là, vous placez un ou plusieurs marqueurs dans la ligne de vue. Donc, admettons, si je joue cette figurine, je lance une ruche qui va, admettons, être ici. Vous voyez, c'est à moins de 10 pouces. Je place donc la ruche voilà, dans ma ligne de vue jusqu'à 10 pouces de moi pour représenter la ruche lancée. Les marqueurs ruches font 1 pouce de diamètre, donc c'est la taille d'un socle, et ils font taille 0. Alors taille 0, c'est notamment parce que ça veut dire que vous allez pouvoir passer au travers, contrairement par exemple à une taille 1 que vous allez contourner ou bien dépenser des pas pour la passer dessus, etc. quoi. Et donc dans ces cas-là, ça va poser une abeille, enfin une abeille par rapport au socle mis. Donc les abeilles sont liées à un marqueur ruche, et au moment du placement de la ruche, toutes les figurines à 2 pouces de la ruche subissent une attaque d'une valeur de 4. Donc vous lancez 2 dés blancs, évidemment les ruches sont tout le temps en blanc, vous lancez 2 dés en fait, vous additionnez 4, et si vous passez la défense adverse, alors évidemment c'est sans réaction possible, et sans jouer de carte de combat, vous faites les dommages qui sont indiqués sur la carte en fait du lance-ruche crapaud. Donc comme je disais, 1, 1, 1, 2, 2, 3. Et ensuite, par la suite, toute figurine qui effectue un mouvement, une action ou une réaction dans l'aire d'effet, c'est-à-dire dans les 2 pouces d'une ruche, il subit une attaque des abeilles limitée à un jet par ruche et par tour. Alors j'explique. Si admettons je lance comme ça par exemple une ruche, 2 ruches ici. Ça veut dire qu'admettons, je vais prendre un autre cas un peu plus précis, il y a une figurine qui est ici, je lance 2 ruches ici, comme ça. Donc là je pose les ruches, elles attaquent le crapaud. Bon, je jette les dés, on voit les dégâts qu'il fait. Admettons, après le crapaud s'active, il va passer comme ça, il ne peut subir qu'une seule fois des attaques et par ruche. C'est-à-dire que là, comme il s'est déjà fait attaquer par les ruches quand je les ai posées, dans ce tour-là, il ne pourra pas de nouveau être attaqué. Par contre, si admettons, je lance une ruche comme ça, et j'en lance une autre ici, là il est attaqué directement par la ruche, après il fait son déplacement, et lorsqu'il va passer à côté, il va être attaqué par celle-ci. Voilà un petit peu pourquoi ce que je disais, limité à un jet par ruche et par tour. Voilà un petit peu le principe. Et donc comme c'est dit, une figurine dans la portée de plusieurs ruches subira autant d'attaques que de ruches. Par contre, si vous faites un double 6 avec une ruche, vous voyez, retirez immédiatement le marqueur ruche si les abeilles infligent 3 dommages, donc ce qui correspond à la double masse, lors d'une attaque. Et en plus de ça, les lance-ruches, ils sont immunisés aux effets des abeilles. C'est-à-dire que eux, ils peuvent se balader tranquillement dans les ruches sans craindre quoi que ce soit. Et ça, vous voyez, c'est super puissant parce que quand vous mettez des ruches, par exemple autour d'un objectif, que ça soit une borne, un coffre, ou n'importe quoi d'autre, une sport ou quoi que ce soit, vous pouvez mettre en fait, grouper plein de ruches autour d'un objectif, et les figurines qui vont vouloir aller jouer l'objectif, ils peuvent se prendre jusqu'à 6 ruches, donc éventuellement 6, 8, 10, 10 dommages quoi. Alors attention, l'effet entre guillemets, le revers de la médaille en fait des ruches, c'est que lorsqu'une ruche est toujours en jeu, et admettons que vous jouez contre votre adversaire et que vous lui anéantissiez beaucoup de, vous tuez beaucoup de figurines, s'il lui reste plus qu'une figurine, il peut aussi venir se suicider dans votre ruche. Donc faites bien attention à ça. Tout comme si admettons vous jouez contre les Orloks et vous éliminez, alors parce que même si les lance-ruches sont tués, les ruches restent en place sur le jeu. Par contre, si vous éliminez les lance-ruches et admettons qu'il ne reste plus qu'une figurine en vie chez les Orloks, l'Orlok aussi peut venir se suicider et prendre des dommages dans la ruche. Donc faites bien attention à ça, je dirais, au revers de la médaille de ce truc-là. On va continuer ici ensuite avec les 2 chasse-pluie, donc le chasse-pluie Auroch avec le corps.
Donc il a 9 points de vie, 7 en esprit, 3 en combat, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, il a 2 PA, ses valeurs de mouvement c'est 4, 6, 10. Il est coriace 1, il a le corps de guerre. Sa table de dommage c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc coriace, je rappelle, hein, c'est-à-dire que lorsqu'il se fait taper dessus, eh bien, il enlèvera toujours 1 au dommage avec un minimum de 1, c'est-à-dire que si vous lui faites 3 dommages, il prendra que 2, mais si vous lui faites qu'un dommage, il prendra toujours 1. Et le corps de guerre, c'est-à-dire qu'en fait c'est une... comment dire. Alors ça marche le corps de guerre tant qu'il est en blanc et en jaune, ça ne marche plus quand il est en rouge. Toutes les figurines ennemies qui sont en combat et qui sont dans les 6 pouces autour du chasse-pluie au roc avec le corps, appliquent les effets suivants. C'est-à-dire que quand ils sont en blanc, ils lancent des jaunes, et quand ils sont en jaune, ils lancent les dés rouges. Donc voilà, c'est quand même assez impactant, c'est plutôt pas mal. Et alors une petite chose en fait, c'est que les 2 chasse-pluie sont recrutables dans, dans la nation Orlok, tout comme dans le clan Waga. Le clan Waga, en fait, il y a ces 2 figurines-là qui en font partie. Il y a aussi ici les 2 guerriers totem Orok, le Manitou aussi. Et en fait, dans le clan Waga, en fait, vous avez des héros vous avez des héros qui sont exclusifs au clan Waga, ainsi que les 2 guerriers tonnerres Waga aussi. Donc c'est pareil, c'est une sous-faction. Je ferai aussi une prochaine vidéo là-dessus, quoi. Donc voilà, en tout cas pour le chasse-pluie corps. Et pour le chasse-pluie tambour ici, donc pareil, il a 9 points de vie, 7 en esprit, 3 en réflexe, 4 en combat, 9 en défense, 2 PA, donc 4, 6, 10 en mouvement. Lui aussi il est coriace, il a la même table de dommages que celui avec le corps, donc 2, 2, 3, 3, 4, 4. Par contre, ce qui est différent, c'est le tambour de guerre. Donc le tambour de guerre, ce qui est différent, c'est-à-dire que ça marche aussi hein, tant qu'il est en blanc ou en jaune. Si c'est en rouge, l'effet ne marche pas. Et c'est-à-dire que tous les Orloks amis en combat et à moins de 6 pouces de lui, en fait, bénéficient d'un dé de bonus au combat. Alors ça ne se cumule pas en fait avec la charge. Et par contre, lorsque vous jouez la figurine, c'est-à-dire que, admettons si vous jouez cette figurine qui est en combat contre une autre, dans ces cas-là, et que vous êtes dans les 6 pouces autour de lui, vous avez un des bonus au combat, mais par contre vous ne pouvez pas jouer de carte parade ou inactif. Voilà, il y a un petit peu le revers de la médaille, mais bénéficier d'un des bonus, c'est quand même assez costaud. Donc voilà, en fait, les 2 chasse-pluie, c'est plutôt des figurines de soutien, qui donnent vraiment des avantages en fait à vos figurines, hein, parce que soit ça va affecter les figurines ennemies avec le corps, soit ça va donner un bonus au combat à vos figurines avec le tambour. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et pour finir, les 3 guerriers vent corbeau. Donc voilà, eux ils ont 8 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 4 en combat, 11 en défense. Leur valeur de mouvement c'est 5 en marche, 7 en charge, 12 en course. Ils ont 2 PA. La table de dommages c'est 2, 2, 2, 3, 3, 4. Ils sont furtifs et ils sont pisteurs. Alors furtifs, je rappelle, hein, c'était comme Wallitz, hein, c'est-à-dire que déjà en fait vous les déployez pas en fait au début de tour, vous les déployez une fois que toutes les figurines sont déployées. Et en plus de ça, ils sont toujours à couvert. C'est-à-dire que on peut, ils auront toujours un jet de couvert si on leur tire dessus. Ils ne sont pas obligés de se mettre derrière un décor pour être à couvert lorsqu'ils font un mouvement de réaction. Et en plus de ça, il faut être à 4 pouces ou moins pour pouvoir les charger. Et la compétence pisteur, c'est-à-dire c'est une fois par tour, en fait, ils peuvent faire une marche gratuitement. Donc voilà, c'est vraiment plutôt des figurines basées sur le mouvement, hein, parce que ça veut dire qu'ils ont un pseudo 3ème PA avec la valeur de marche, enfin, pardon, avec le pisteur, donc c'est profil intéressant, qui ont 11 aussi en défense, donc ils sont pas super simples à toucher pour des figurines ennemies de base, des troupes de base adverses, hein, qui vont avoir plutôt 3 en combat. Voilà, donc c'est un profil intéressant, vous pouvez en jouer 3. Voilà, il coûte un petit peu cher, il coûte 27 points, c'est aussi pourquoi c'est de la, comme je dis, de la troupe semi-élite, hein, parce qu'ils sont au-dessus des troupes de base, un petit peu, et par contre c'est pas de l'élite, ils n'ont pas vraiment, véritablement 3 PA. Voilà pour la présentation des troupes semi-élites. Alors voilà maintenant la présentation des troupes élites, donc avec les gardes esprit loup, les guerriers totem Orok et le guerrier Manitou Orok et le guerrier Manitou Orok possédé. Donc voilà, là on est dans les figurines 3 PA. Voilà, donc c'est la troupe élite, hein. Alors on va commencer par les 2 gardes esprit loup.
Donc ils ont 9 points de vie, 8 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 10 en défense. Leur valeur de mouvement c'est 4, 6, 10, donc ils ont 3 PA. Hein. La table de dommages c'est 2, 3, 3, 3, 4, 5. Ils ont garde et ils ont feinte. Donc ça c'est plutôt je dirais c'est un profil plutôt subtil à jouer. Malheureusement c'est vrai qu'on les voit pas énormément sur les tables malheureusement, mais c'est très sympa à jouer. C'est vraiment assez subtil. Moi j'adore ce profil en fait, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez jouer ça en plus avec Wallitz et puis avec des guerriers loups en fait. Je vais y venir après dans les troupes Blitz, il me semble bien que ça fait partie d'une liste Blitz présentée à thème. Donc la garde, je le rappelle, hein, j'avais déjà expliqué avec l'esprit araignée. Mais c'est-à-dire qu'ils peuvent garder toute figurine qui se trouve à 2 pouces ou moins de lui. C'est-à-dire que si une figurine se fait tirer dessus, se fait charger, et la cible d'une formule, ben vous pouvez échanger la position des deux figurines gratuitement. Voilà, le garde-esprit loup prend la place en fait, et voilà, c'est vraiment une compétence de protection. Et la feinte, donc ça c'est super intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous êtes en combat et que vous ou bien une figurine adverse fait un combat, une fois que vous avez révélé les cartes, vous pouvez changer la carte que vous avez jouée par inactif. Alors évidemment, vous ne pouvez pas utiliser cette carte lorsque vous faites une charge, puisque lorsque vous faites une charge, vous êtes obligé de jouer une carte d'attaque. Mais par contre, c'est super intéressant pour bluffer, parce qu'admettons, une figurine qui va jouer contre les gardes esprit loup ne pourra jamais faire de parade. Parce que si vous faites une parade, bah, vous échangez votre carte contre inactif, et donc l'adversaire il va dépenser 1 PA pour rien. Donc voilà, déjà ça c'est la première utilité. Et puis si par exemple, pareil, votre adversaire tente de bluffer, fait un inactif parce que je sais pas, vous êtes proche d'une borne, un truc comme ça, il va vous faire cramer des PA, bah, une fois que vous révélez les cartes, bah, vous faites aussi inactif. Enfin vous remplacez, pardon, vous faites la feinte, vous remplacez la carte que vous avez jouée par inactif. Et voilà, et donc du coup, c'est une compétence qui est assez sous-estimée, je pense, mais qui se trouve souvent assez utile. Parce que quelquefois, les adversaires ont tendance à oublier cette compétence. Voilà, il coûte 31 points, c'est vraiment un profil intéressant, moi que j'aime beaucoup en fait. Ensuite, ici, les deux guerriers totem Auroch. Donc eux, ils ont 10 points de vie, ils ont 7 en esprit, 3 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, 3 PA, hein, 4, 6, 10 au niveau du mouvement. Ils sont coriaces, donc coriaces, hein, je rappelle, c'est-à-dire que lorsqu'ils prennent des dégâts, ils enlèveront un dommage, hein, c'est-à-dire que s'ils prennent 3 dommages, ils en prendront que 2, et c'est toujours avec un minimum de 1. Et comment dire, les dommages, ben, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, donc la table de dommages est extrêmement forte. Eux, ils sont vraiment taillés pour le combat, hein, voilà, ils sont faits pour ça. En plus, avec le coriace, le nombre de points de vie, c'est profil voilà, évident, très simple à jouer, et ça rentre dedans, il n'y a pas de choses pas de questions à se poser. Bon voilà, par contre ils ont 9 en défense, ce qui fait qu'ils vont être facilement touchables, mais ils sont résistants et ils tapent fort. Donc voilà, c'est craint par les figurines aussi adverses, hein, vraiment. Et bon, ils valent 35 points, voilà, ils valent un peu de points, mais c'est super intéressant. Et comme je le rappelle, en fait, ils peuvent être joués dans la sous-faction le clan Waga. Donc vous pouvez en recruter 2. Et puis on finit ici avec le guerrier Manitou Rock et le guerrier Manitou Rock possédé. Donc voilà, là c'est un petit truc un peu plus particulier, un peu plus compliqué à jouer. Vous débutez en fait en partie avec le guerrier Manitou Auroch. Lui en fait il n'existe pas on va dire au début, le possédé. Donc la figurine a 10 points de vie, 7 en esprit, 4 en réflexe, 5 en combat, 9 en défense, 3 PA. Il est aussi coriace 1. Et la table de dommage c'est 3, 3, 4, 4, 5, 5. Alors il vaut 48 points, vous voyez, il vous coûte assez cher, mais vous allez comprendre pourquoi. Et il a la compétence possession de Waga. Donc, qu'est-ce que c'est la compétence Waga et comment on fait pour obtenir le guerrier Manitou Auroch possédé? Donc, dès que cette figurine, donc dès que le guerrier Manitou Auroch ou une figurine amie dans les 6 pouces subit un point de dommage infligé par une figurine ou un effet ennemi ou un tir ou quoi que ce soit, vous pouvez cocher une case sur la ligne de possession de celle-ci. Donc c'est les petites lignes de vie en fait qui est en dessous de sa ligne de vie, c'est les petites cases transparentes. Donc il en possède 10. Les dômes subis par la compétence empathie n'ont pas d'effet. Alors évidemment c'est pas, je dirais, combinable, vous ne pouvez faire pas de combo avec le guerrier, avec le chaman crapaud ici. Et donc toutes les cases sont cochées, c'est-à-dire que lorsque vous avez coché toutes les cases, eh bien vous remplacez la figurine par le guerrier Manitou possédé.
Alors par contre, il conserve les effets de jeu, c'est-à-dire que les nombres de points de vie qu'a pris le guerrier Manitou au roc, vous le reportez sur le guerrier Manitou au roc possédé. S'il a des effets, je sais pas, s'il est en combat par exemple, et puis qu'il était effrayé, bah, il reste effrayé, etc. Et donc voilà, comme j'explique, dès lors que vous cochez toutes les cases de la ligne de possession, vous remplacez la figurine par la grosse figurine. Alors là, pour le coup, lui, il a beaucoup plus de points de vie, puisqu'il a un point de vie blanc en plus, il a un point de vie jaune en plus et un point de vie rouge en plus. Non, pardon, il a le même nombre de points de vie blancs, je dis des bêtises, pardon, excusez-moi. Mais par contre, il a un point de vie jaune en plus et un point de vie rouge en plus. Par contre, voilà, les stats, c'est 8 en esprit, donc il a un peu plus d'esprit que la valeur initiale. Il a 6 en combat au lieu de 5, et il a 10 en défense au lieu de 9. Il est toujours aussi coriace, par contre, il devient expert brutal, il est sans peur, il a le choc tellurique, et comme vous voyez, en fait, en voyant les deux profils, la table de dommages n'a plus rien à voir. C'est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, c'est extrêmement puissant, la table de dommages est dévastatrice. En un coup, il peut tuer une figurine inverse. Donc c'est super balèze. L'expert brutal, je rappelle, c'est-à-dire qu'il va avoir un dé de bonus lorsqu'il va jouer la carte de brutal. Sans peur, ben, il ne sera pas effrayé par les figurines qui ont la compétence effrayante. Et choc tellurique, devant là, qui est compétence particulière en fait à ce profil. Une fois par tour, lors de son activation, le guerrier Manitou peut activer gratuitement choc tellurique. Toute autre figurine, alors attention, c'est aussi bien les figurines ennemies qu'amies, se trouvant à 4 pouces ou moins du guerrier Manitou possédé, perd immédiatement un PA. Vous voyez, c'est super balèze. C'est bon, voilà. Le guerrier Manitou au roc possédé, une fois qu'il est éveillé, enfin voilà, une fois que vous arrivez à l'éveiller, c'est super puissant. Par contre, c'est pas forcément très simple à le faire. Il faut, voilà, il faut bien positionner votre figurine pour le faire, etc. En plus, voilà, ça coûte quand même 48 points au niveau du recrutement. Mais moi j'ai déjà joué contre des joueurs qui savent bien jouer ça. Franchement, bah voilà, j'avais pas trop de choix à un moment donné que de faire éveiller le guerrier Manitou au roc possédé. Et là, là c'était l'horreur. L'horreur parce que le truc il m'a tout dévasté. Enfin voilà, c'était une fois que le truc est en jeu, après si c'est bien joué, ça fait très très mal. Voilà, une figurine pas super évidente à jouer, mais qui se révèle très très efficace quand on sait la jouer. Voilà, maintenant on passe aux présentations des listes Blitz. Donc on va commencer par voilà comment dire la liste on va dire classique qui est l'offre découverte avec laquelle un joueur Orlok peut commencer. Voilà, donc c'est très simple, hein. Vous avez Tecumseh, le chaman, le guerrier tonnerre loup, le guerrier tonnerre corbeau, le chasse-pluie au roc avec le tambour et le guerrier totem au roc. Voilà, ça fait 180 points pile poil. Vous avez 6 figurines, 6 cartes, c'est 16 PA. Voilà, il n'y a rien d'extraordinaire, mais franchement, c'est une liste qui fonctionne très bien, très très bien, vraiment, qui est efficace. Vous avez un héros 4 PA, vous avez une élite à 3 PA, vous avez le chaman qui peut soigner 3 PA, vous avez la figurine là qui peut qui va soutenir un petit peu les autres figurines, vous avez cette figurine qui peut tirer au javelot, qui joue pas mal sur les déplacements, et puis le guerrier Turner Lou qui est vraiment très bon combat avec l'enchaînement. Donc voilà, vraiment, c'est très, comment dire, très versatile, en fait, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses avec cette liste. Il n'y a rien d'extraordinaire, c'est pas un jeu typé, etc. Mais vraiment, ça passe partout, quoi. Ça passe bien, ça joue bien, et c'est simple aussi à prendre en main. Il y a aussi ça, un truc qui est intéressant avec cette liste. C'est vraiment, il n'y a pas de complexité dans le jeu, c'est vraiment très facile à prendre en main pour un débutant, quoi. Voilà. Voilà, donc là une liste à thème, une liste corbeau, emmenée par Tamelc avec 3 guerriers vent corbeau et 2 guerriers tonnerre. Voilà, moi j'ai joué cette liste durant un tournoi, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, c'était vraiment sympa. Enfin bon, pas si, moi j'aime beaucoup jouer entre guillemets à thème, donc vraiment c'était très sympa. Après, voilà, c'est pas une liste qui est super efficace ou parce que vous n'avez pas d'élite, voilà, vous avez que des figurines ici, 2 PA, enfin c'est des semi-élites, 2 PA, enfin des 2 PA ici, Tamelc bon qui est 4 PA, voilà, donc vous n'avez pas de troupe élite à 3 PA, mais très sympa, vraiment très sympa, c'est une liste qui vaut 166 points, vous avez 6 figurines, 6 cartes, vous avez 14 PA, c'est plutôt une liste en fait qui est basée sur le mouvement. Il y a vraiment quand même beaucoup de choses à faire, notamment avec les 3 guerriers vents ici, corbeaux, qui ont le pisteur, donc une marche gratuite par tour. Vous avez Tamelc qui lui peut aussi augmenter les valeurs de mouvement des figurines. Vous avez quand même toutes vos figurines qui sont à 11 de défense. Donc voilà, ça c'est aussi un petit cap quand même plutôt sympa.
En plus, toutes les figurines sont en 5, 7, 12 de mouvement. Vous avez Tamelc qui peut tirer, qui peut mesurer, enfin qui peut lancer de l'alchimie. Voilà, donc il y a des trucs sympas à faire, vraiment c'est vraiment très plaisant, puis c'est surtout, voilà, c'est à thème. Donc voilà, très sympa cette liste emmenée par Tamelc. Voilà ici une liste emmenée par Tapioca, donc c'est que des crapauds, donc des Wallosis entre guillemets, hein, c'est pareil, hein, je vous dis, comme j'expliquais tout à l'heure, vous pouvez en fait après aussi avoir d'autres figurines en fait qui vont rejoindre en fait les figurines Wallosis, qui vont être des figurines exclusives qu'on peut jouer uniquement dans le Wallosis et pas chez les Orlocks. Donc voilà, ça c'est voilà, bon, ça c'est une autre chose, comme je vous disais, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc vous avez Tapioca, vous avez 3 guerriers tonnerre crapaud, le chaman médecine et puis 2 lance-ruches. C'est plutôt une liste, je dirais, sur la résistance, voilà, sur l'endurance, notamment parce que vous avez déjà ici les 3 guerriers crapauds qui ont beaucoup de points de vie. En plus, vous pouvez soigner ici avec le comment dire, avec le chaman, et puis vous avez les 2 lance-ruches qui vont pouvoir balancer les ruches et faire aussi du dommage. Donc voilà. Moi j'ai souvent joué en fait les Wallosis, j'adore vraiment parce que je trouve ça très fun. Déjà visuellement c'est super, c'est très particulier en termes de jeu. Enfin moi j'adore, je trouve c'est éclatant quoi. C'est éclatant d'ailleurs aussi avec les ruches, mais c'est vraiment super plaisant à jouer quoi. C'est vraiment vraiment très sympa. Donc là pour le coup avec cette liste là vous avez 179 points, vous avez 7 figurines, donc voilà c'est un petit peu plus que les 6 figurines que l'on peut voir entre guillemets traditionnellement. Vous avez 7 cartes et vous avez 17 PA. Et comme je vous le dis, c'est vraiment en fait une liste plutôt basée en fait sur l'endurance et la résistance. Voilà. Et c'est vraiment super super sympa à jouer, vraiment je vous le conseille. Donc voilà, ici j'ai fait une liste, on va pas dire vraiment sur le thème, mais plutôt basée sur le nombre. Le nombre parce que vous avez 8 figurines, ce qui est extrêmement rare et un peu unique on va dire chez les Orlocks, hein, généralement. Vous jouez plutôt avec 6 figurines, voire avec 7, mais jouer avec 8 figurines en Orlocks, ça se voit pas beaucoup. Je sais pas, il y a sans doute d'autres listes possibles à faire, hein, mais ça reste quand même assez rare. Donc emmené par Kapiti, avec 3 crapauds, 3 corbeaux, et puis le garde-esprit loup. Voilà, donc vous avez quand même une élite. Alors vous n'avez pas d'alchimiste, mais voilà, il y a des trucs à faire, des trucs intéressants. Le côté très versatile en fait de Kapiti, hein, comment dire, le garde-esprit qui va pouvoir protéger, eux qui sont résistants, puis eux qui vont pouvoir jouer sur le mouvement. Et puis là, vous avez 8 figurines, donc voilà, un truc intéressant, pas mal de possibilités quoi. Cette liste, elle fait 178 points. Vous avez 8 figurines et vous avez 8 cartes. Alors ici une liste emmenée par Wallitz, ici au centre. Voilà, alors là, une liste je dirais furtive et agressive. Vraiment là vous avez un potentiel de combat énorme. Alors furtif pourquoi? Parce que Wallitz est furtif et il donne la furtivité tant qu'il est sur le plateau de jeu aux 3 guerriers tonnerre loup ici. Et puis voilà, et vous avez aussi 2 gardes d'esprit. Donc ça veut dire que vous avez 4 figurines furtives. Et pourquoi le potentiel agressif? Parce que déjà Walid c'est super balèze et qu'eux ils ont l'enchaînement, et puis les gardes d'esprit ils se défendent plutôt pas mal aussi. Donc voilà, et là encore c'est une armée à thème parce que vous avez que des loups, et franchement ça fonctionne plutôt bien, hein, c'est plutôt efficace. Là, pour le coup vous avez 178 points, vous avez 6 cartes et 6 figurines avec 15 PA. Et franchement voilà, c'est vraiment une liste taillée pour... c'est compétitif, hein, c'est agressif, ça marche bien. Alors il y a une liste ici emmenée par Tankawanka, je dirais que c'est la liste un peu de l'éveil du Manitou. Alors vous avez Tankawanka, vous avez 2 guerriers totem au roc, un loup, et puis le guerrier Manitou. Voilà, donc bon, c'est pas au niveau du thème, c'est pas une super liste à thème, hein, je dirais, mais parce que voilà, vous avez un truc un peu mélangé avec du crapaud et puis du loup. Alors après, je le répète, hein, vous pouvez vraiment jouer à thème avec les Aurochs ici, le clan Waga, il y a la sous-faction Waga, vous pouvez aller voir sur Architecte aussi. Voilà, donc là j'ai fait un truc un peu plus mixé. Avec cette liste, en fait, vous avez 177 points, vous avez 5 figurines. Alors par contre là, vous n'avez pas beaucoup de figurines initialement, vous avez que 5 cartes, 14 PA. Donc c'est une liste qui va être quand même un peu difficile à jouer, hein. Alors malgré tout, vous avez quand même 4 figurines à 3 PA, dont les héros.
Donc voilà, il y a des trucs à faire. C'est sûr qu'avec une liste comme ça, d'emblée, il va falloir que vous en éliminiez une, avoir 2 figurines adverses chez les adversaires pour réussir un petit peu à venir sur la partie, à jouer le scénario. Mais voilà, il y a des trucs intéressants à faire aussi, parce que voilà, le truc surtout, ça va être d'essayer d'éveiller le Manitou, donc de faire en sorte de placer votre guerrier Manitou derrière les autres figurines, qu'elles prennent des points de vie, que vous augmentiez la ligne de possession, et puis vous éveillez le Manitou, quoi. Voilà, ça va être un petit peu le jeu de cette liste-là, quoi, on va dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné l'envie de jouer avec les figurines de la Nation Orlok. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas le mot à crier très très fort. Alchemy!